et réciproquement. On est en quelque sorte pris en tenaille. Alors, à ça, évidemment, s'ajoute, et c'est un paramètre évidemment non négligeable, si nous étions 500 millions sur Terre, aucun des problèmes que je n'ai indiqués n'existerait. Or, nous sommes toujours dans une dynamique d'accroissement démographique. Là, si je prends, ce n'est pas les fourchettes les plus hautes, hein, si je prends les fourchettes médianes de l'ONU, elles ont été réévaluées, on pense qu'on sera 8 milliards en 2025 et 9 milliards 6 en 2050. Chacun de ces individus qui va naître, alors on n'a pas le même poids selon les paramètres essentiels qu'on prend en ligne de compte. Si on regarde les paramètres biodiversité, rapport aux surfaces, que vous soyez pauvre ou riche, vous allez à peu près, je dis bien à peu près avoir le même impact. En revanche, eh bien, si vous regardez l'impact d'un individu à naître, imaginez un bébé américain aujourd'hui et un bébé qui va naître en Inde, les émissions directes, hein, c'est-à-dire on rapporte le nombre d'habitants par les émissions sur un territoire, pour les États-Unis c'est 19 tonnes de CO2 par an, pour un Indien c'est entre 1,25 et 1,7 à peu près. Donc évidemment ils ne pèsent pas du tout le même poids sur ce plan-là en termes d'énergie et de matériaux. Alors s'ajoutent d'autres problèmes, mais ça justement c'est le lien direct, c'est que à 7 milliards d'eux, nous avons déjà artificialisé 43% des surfaces émergées. À plus de 8 milliards, on explose déjà la barre des 50%, et à 9 milliards 6, on est pratiquement, enfin 8 milliards 2, mais on est à 50%, et je crois qu'on est même à 70, avec entre 9,5 et 10 milliards d'individus. Alors, là je vous cite pour bien vous montrer l'importance de cet aspect, de cet autre défi qui est celui de l'artificialisation des surfaces. C'est une étude parue dans Nature il y a un peu plus d'1 an, et qui a fait assez sensation, parce qu'ils ont montré, si vous voulez, comment chaque fois dans le passé, que pour des raisons naturelles, évidemment, absolument pas anthropiques, on avait une artificialisation, pas d'artificialisation, excusez-moi, un changement assez brutal des écosystèmes. Quand ce changement affecte la moitié des écosystèmes terrestres, l'ensemble des écosystèmes basculent. Et on est exactement dans ce scénario, mais cette fois-ci, c'est nous qui l'avons provoqué. Alors, on peut rajouter à ce défi-là, mais là, je vais aller très vite puisque le temps passe, le défi climatique. Je vous ai donné le chiffre précédent tout à l'heure. En fait, très vite, eh bien, si on aurait voulu ne pas dépasser les 2 degrés, alors je vous dis tout de suite, c'est fini les 2 degrés, hein. Je vous le rappelle très vite. Si on s'était entendu à Copenhague, on aurait pu mettre en œuvre un accord contraignant à l'échelle internationale à compter de 2016. Là encore, pour quelques années, avec une réduction de nos émissions à l'échelle planétaire de 3% par an, on s'en serait tiré. Là, vous savez, il y a eu l'échec de Copenhague. On a une période d'engagement qui va se terminer en décembre 2020. Donc si jamais à Paris en 2015, un nouvel accord international était conclu, on peut toujours rêver, on ne pourrait le mettre en œuvre qu'à compter de janvier 2013. Et là, il faudrait 5% de réduction à l'échelle de 2021, de 5% à l'échelle mondiale. Donc imaginez, je vous ai donné tout à l'heure le chiffre pour un Indien et le chiffre pour un Américain, vous imaginez ce que ça signifie pour un Américain. Ce n'est pas 5%, c'est à peu près 30%, si c'était plus, c'est totalement hors de sujet. Et nous avons jusqu'en 2027, et après c'est définitivement fini. Donc je pense que l'objectif des 2 degrés, à part miracle, on aura beaucoup de difficultés à les atteindre. Donc très vite, on a un budget. Ce budget, en fait, en 2008, on avait déjà dépensé un tiers. Pensez aux chiffres sur la démographie que je vous indiquais tout à l'heure. Donc là, on peut résumer ça avec cette équation. Si on voulait effectivement ne pas dépasser ces 2 degrés, il faudrait diviser nos émissions actuelles par 3 à l'horizon 2050, et c'est plutôt possible pour avoir une chance d'atteindre cet objectif. Et vous voyez que ce qu'on a réussi à faire, hein, on peut ramener ça à l'équation de Caillard, CO2 d'un côté, vous avez de l'autre le contenu en CO2 par tonne de carbone, par tonne d'équivalent pétrole, le contenu d'un point de PIB en tonne d'équivalent pétrole, et ensuite le PIB sur la population, le tout multiplié par la population. Je vous rappelle qu'il va prendre 2 milliards entre-temps, et si vous regardez par le passé, en ce qui concerne le premier rapport, on n'a jamais fait que 30% en
35 ans. Dans l'autre, on n'a même fait que 10, on a gagné que 10% à l'échelle mondiale, alors qu'il faudrait diviser par 3. À peu près la même durée, c'est-à-dire 3 décennies. Très sincèrement, bon, vous pouvez y croire, mais j'ai quelques doutes. Alors, donc effectivement, si on laisse filer les choses, ça va aller très mal. C'est-à-dire qu'à 4 degrés de plus, et malheureusement, vous savez que le GIEC ne fait même plus de prévisions en disant les niveaux de CO2 qu'on va atteindre, puisque les prévisions qui avaient été faites dans les années 90, en 95, le scénario à l'époque de 95 était plus élevé, celui que le GIEC pensait, enfin le GIEC, que l'ensemble des chercheurs pensaient inatteignable, on a explosé. Donc ils arrêtent, ils ne font plus du tout comme ça, leurs scénarios ne sont plus les mêmes, on prend telle quantité de carbone concentrée dans l'atmosphère et quelle température possible, avec quelle probabilité pour l'atteindre. Si on atteignait, malheureusement chez ça, j'espère qu'elle ne le fera pas, les 4 degrés, ça ne veut pas dire qu'on va plus souvent à la piscine, hein. Ça veut dire qu'on déstabilise totalement les écosystèmes terrestres qui, je vous rappelle, on va peut-être le voir avec l'apéro tout à l'heure, nous nourrissent. Alors, donc, maintenant, le défi technique, là je passe très vite, le temps passe, on l'a vu tout à l'heure. Donc, si on veut bien comprendre, on doit bien se rappeler la démographie, on doit bien se rappeler qu'on est toujours dans une tendance haussière en ce qui concerne le PIB mondial, et puis s'il y a un intérêt positif sur d'autres plans. On est maintenant à plus de 3%, on était à 3%, puis on les a retrouvés de rythme de consommation par an, et en même temps, on est confronté à certaines limites. On a parlé tout à l'heure du pic pétrolier, on a un problème de finitude en termes de ressources mécaniques minérales, on a un problème de finitude en termes de climat, on a cet objectif de degrés qui est manifestement impossible, et on pourrait même, dans le pire des scénarios, alors ça va varier, il n'y a pas une stabilité totale des études internationales là-dessus, mais au pire, on pourrait avoir déjà une augmentation de ce type-là, finalement, au début de la seconde moitié du siècle, ce qui n'est pas très, très réjouissant. Alors je vais très vite pour laisser la place à M. Général, mais à la limite, tout ça, c'est des choses que vous connaissez, et puis j'imagine que vous allez en reparler. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que là, et je passe plutôt au défi, au défi qui est celui du Conseil fédéral, qui est quand même assez courageux. 16% de réduction de la consommation d'électricité en Suisse à l'horizon 2020. Là, sincèrement, je ne sais pas comment on fait. 43% à l'horizon 2035. On a un Conseil fédéral volontaire. Moi, je ne veux pas dire dans quel organe de presse d'avoir discuté de ces chiffres. Les gens refusaient même de les discuter. Alors, c'est triste parce que je pense que c'est précisément ce qu'on devrait faire et que la Suisse, au contraire, sur ce plan-là, montre l'exemple au moment même où la communauté européenne démissionne complètement. L'objectif des 3 x 20 que je rappelle là au-dessus, l'Union européenne l'a abandonné. On va essayer de maintenir un seul de ces 20, c'est effectivement réduction de 20% des émissions de CO2. Donc j'en termine sur ces défis. Donc je résume, si on regarde au long cours, l'énergie n'est pas qu'un problème technique. L'énergie, c'est le fondement du profil d'une société. C'est le fondement même des types de rapports, des relations que nous pouvons entretenir les uns avec les autres. On n'est pas que dans un domaine énergétique, on n'est pas que dans un domaine technique, on est là au cœur de nos sociétés, de la révolution, de leur fragilité, mais aussi peut-être de leur capacité de résilience. Première chose. Deuxième conclusion, effectivement, les défis sont énormes. Et peut-être que pour relever ces défis, il faut, à mon avis, changer de paradigme. D'imaginer qu'on pourra toujours avoir plus me semble quelque chose d'absurde et quelque chose de dangereux. Et ça n'engage que moi. Et je laisse la parole à M. Delanoë.